tout est bon pour tout le monde? Yes. Oui. Alright. Bonjour à tous et bienvenue sur The EZODW podcast en direct de la Bruxelles Challenge. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square aka Chaz et nous avons un invité très spécial. Ah bon? Eh ouais. Ok, d'accord. Okay. Nous avons Greg de l'XP by RTBF. Exact. RTBF, XP by RTBF, c'est comme vous voulez. Et je peux aussi avoir un aka Jesus, si vous voulez. Wouh! Jesus is King. Jesus is King. Amen. Bah oui, et en plus j'aime bien le nom XP qui fait référence bien sûr à l'expérience dans les jeux vidéo, mais aussi à l'expérience dans le domaine. Ouais, Parce exactement. que on va dire que on a dit by RTBF, c'est pas simplement une structure parente, c'est aussi une structure dans laquelle tu as évolué pendant très longtemps, dans laquelle tu as une sacrée expérience. Ouais. Bah, je vais peut-être poser un voile pudique sur le nombre d'années d'expérience. C'est plus de 20 ans. Et donc avec un parcours très sinueux, avec énormément de choses. Je pars d'un profil de Texan. Donc moi je suis un ingé son à la base. Oui. Puis quand même avec des formations professionnelles de journalisme à force d'en entendre parler, certains bien, certains mal. Et donc de s'auto-juger aussi. Donc critique jeux vidéo, chroniqueur, animateur radio. Ah oui, quand même, tu as eu des moments où tu étais proche du jeu vidéo quand même. Ouais. Bah, en Ok. fait, j'ai toujours été hyper proche du jeu vidéo. C'est juste que je le valorisais pas dans mon travail. Donc, dès que j'avais l'occasion de le faire, je le faisais. Et donc, voilà, j'écris pour la presse. J'écris encore la presse écrite. Celle qui veut encore parler de jeux vidéo ou qui se décide à en parler. Et puis, dans des talk shows, je m'invitais régulièrement pour parler jeux vidéo à l'époque. Et en fait, j'ai toujours aimé parler du jeu vidéo de manière assez, je vais pas dire didactique, mais assez généraliste. C'est-à-dire que là, j'écris toujours dans un magazine qui est anciennement un magazine télé, dans lequel, quand on parle de jeux vidéo, je parle pas de game design, de level design, de gameplay, parce que c'est pas un vocabulaire forcément Qui parle à tout le monde. qui parle à tout le monde. Et je me souviens que ça m'était quand même reproché des fois pendant mes chroniques jeux vidéo, en disant mais ce gars-là il connaît rien aux jeux vidéo, il n'utilise pas les termes. Bah non, c'est juste que voilà, le public qui est là n'est pas forcément consommateur, il faut qu'ils comprennent de quoi on leur parle. Donc si on vient avec un jargon qui est compliqué, bah, ça sert à rien, ils vont juste être paumés. Et déjà, quand on leur parle du jeu vidéo alors qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'en entendre parler, bah, peut-être ils décrochent. Donc il faut quand même mettre toutes les chances de notre côté. Et voilà. Et donc, Il faut un peu leur tenir la main, les amener progressivement en tout cas vers le milieu. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'ai continué à faire donc, au sein de la RTBF, donc, qui est la service public belge, donc la télévision belge, l'équivalent de France TV, du groupe France TV. J'ai eu la chance, vraiment l'opportunité de travailler au lancement de Tarmac, qui est un média digital de culture urbaine. Alors d'habitude, à la base, c'était plutôt de la radio filmée, avec une présence sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, il y a quand même une étude qui s'était faite qui montrait que les jeunes aimaient et la musique, surtout la musique urbaine, et les jeux vidéo. Et donc c'était basé sur un projet de radio à la base, un projet de radio DAB+, complètement à côté de la plaque. Donc, Radio Jones. Voilà, Radio Jones, alors que les jeunes n'ont pas de DAB+, bon soit. Et aujourd'hui, Tarmac est un média digital qui est reconnu par ses pairs, qui est reconnu en Belgique et en France, et qui est présent sur plein de réseaux sociaux, YouTube, Instagram, même TikTok aujourd'hui, donc ils sont vachement positionnés. Donc j'ai eu la chance de participer au développement de ce média, ce qui a été hyper enrichissant, très difficile mais hyper enrichissant, parce que c'est beaucoup d'essais-erreurs, comme l'essaie souvent de le faire dire et croire. Notre entreprise est une entreprise apprenante et donc nous avançons. Et donc on avance avec effectivement des essais et des erreurs. Et c'est très bien dit. Et c'est aujourd'hui un peu notre leitmotiv, quoi. C'est pas se dire le faisons pas parce que ça va pas marcher, mais c'est faisons-le et on verra ce qui se passe et on essaiera de corriger. Et puis si ça marche vraiment pas, alors on s'arrêtera. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler aujourd'hui. Voilà. Mais comment tu es arrivé, parce que moi je viens de la PQR aussi, donc je me dis c'est un peu les vieux de la vieille. Ouais. Comment tu as réussi à, bien sûr avec peut-être l'expérience du fait d'aller pas à pas, de guider les gens, de les prendre par la main, mais comment tu as réussi à convaincre la RTBF de se lancer dans un univers assez, on va dire, jeune, récent, et puis un peu difficile à prévoir, quoi, parce que c'est encore les débuts, on va dire, du jeu vidéo, de l'e-sport, notamment de la FFGC, enfin de la FGC, on va dire, des jeux de combat.
qui est encore de l'ordre de la niche dans le jeu vidéo. Comment tu as réussi à convaincre la RTBF de se lancer dedans? Je leur ai cassé les couilles. Au culot. Pendant 5 ans, et à l'usure. Pendant 5 ans. Ouais. 5 ans. Ouais. Bah, Tarmac est né il y a 5 ans et au sein de Tarmac, le chef édito qui a toute la connaissance du hip-hop et tout ça, n'avait pas de connaissance en jeux vidéo. Et donc, oui, déjà, il avait déjà, on va dire, une ouverture. Oui, c'est-à-dire que quand tu fais un média qui est censé s'adresser aux 15-25 ans, voilà, il y a une étude qui a été faite, c'est la musique, il y a les jeux vidéo. Voilà, lui, son penchant, c'était la musique. Et il fallait mettre du jeu vidéo dedans. Lui, il ne savait pas comment faire. Voilà, maintenant, on part d'un passif. D'un mouvement, le hip-hop, qui, comme le jeu vidéo, a rongé son frein pendant 30 ans, avant de devenir finalement le truc le plus casual, parce qu'aujourd'hui... La pop, quoi. Ouais, voilà. Aujourd'hui, la culture hip-hop, la culture urbaine, c'est la variété de... c'est notre variété. Aujourd'hui, alors je prends une référence belge, mais je crois qu'elle peut se répertorier sur tous les autres pays. Un Belge sur 4 joue aux jeux vidéo, consomme du jeu vidéo. Donc on ne peut plus dire qu'aujourd'hui, le jeu vidéo et la culture hip-hop soient des sujets de niche. Plus du tout. Et donc, il fallait partir de ce constat-là. Mais effectivement, Accro, qui est le chef édito de Tarmac, n'avait pas les skills, n'avait pas les connaissances. Et donc, il m'avait demandé, en termes de chef opérateur, chef de production pour lequel j'étais à Tarmac, est-ce que tu peux filer un coup de main? Donc voilà, j'y suis allé à corps et à cri. J'ai pris les petits moyens qu'on m'a donnés pour lancer une chaîne Twitch, pour faire des lives, pour créer un espace de stream, pour lancer des initiatives, et on en a fait des trucs vraiment incroyables à l'époque. Et ça, c'est des trucs que tu savais déjà faire ou tu as appris On a appris à streamer, à utiliser Twitch, et c'est là que je reviens sur ton introduction de RTBF XP, qui est donc un média jeux vidéo e-sport et culture geek qui existe maintenant depuis le mois d'octobre, donc quelques 8-9 mois. C'est tout ça, c'est l'expérience en fait, c'est le jeu, effectivement c'est l'XP, mais c'est aussi toute cette notion d'expérience, de s'élever, c'est l'esprit shonen, c'est s'élever ensemble, s'entraider, et c'est tout ça l'idée, parce que derrière le projet, il y a un projet qui est évidemment un projet, de communication, c'est-à-dire nous sommes un média, donc nous devons communiquer, il y a un projet de public, et ça on peut en discuter, et puis il y a un projet aussi social, parce que on n'est pas prêt en Belgique au niveau de l'e-sport, au niveau de la culture du stream, ne fût-ce qu'au niveau de la culture de la data, parce que voilà, vous êtes ici dans un lieu qui appartient à un telco, donc le telco pas monopole, enfin voilà, qui détient le monopole en Belgique, mais presque, c'est Proximus, et il faut savoir qu'en Belgique on paye nos data hyper cher. Les data téléphone? Ouais, ça coûte hyper cher. Donc aujourd'hui, on ne regarde pas Twitch dans le métro, dans le train, dans la rue, parce que ça coûte trop cher. Et donc aujourd'hui, et moi je vais parler en qualité de Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les gens qui s'expriment en français, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est les gens qui parlent français, en fait, donc c'est Bruxelles plus la Wallonie, parce que nous sommes les RTBF. Et donc les Wallons, c'est les Wallons, et les Flamands, c'est les Flamands, et ça on leur laisse. De toute façon, c'est quasi deux pays différents avec des cultures vraiment différentes. Le derby est fort. Ouais. Et c'est pas pour rien que des fois on se demande si la Hollande ne doit pas rattacher la Flandre et la France la Wallonie. Bon, j'espère que ça n'arrivera jamais, parce que je trouve que la Belgique a justement ce côté complètement paradoxal qui fait sa richesse, et c'est ça que j'aime dans mon pays. Et je sais plus du tout où j'en étais. Et donc voilà, cette culture de Twitch, on l'a pas vraiment encore beaucoup. Ou alors ça a évidemment pris beaucoup d'ampleur ces 2 dernières années pour les raisons qu'on connaît. Mais aujourd'hui, le public belge francophone n'est pas encore un grand consommateur de Twitch. Et le problème des lignes, le problème des datas et tout ça fait partie du problème. En parlant de problèmes sur Twitch, il y a souvent beaucoup de catégories sur Twitch qui parlent au niveau des jeux
des jeux, pas de société, mais les jeux d'argent, etc. On sait qu'en Belgique, c'est très réglementé, ça. Est-ce que ça fait partie aussi des problématiques, le fait qu'il y ait beaucoup de censure, entre guillemets, dans le... Sur certains types de jeux, les jeux gacha, par exemple, des choses comme ça. Qu'on peut pas... Qui sont pourtant très streamés, au final. C'est ça. Alors, nous, ce qui est slot, ce qui est gacha, on fait pas. Voilà, c'est tout. On pourrait, on a été contacté par Red Shadow Legends pour faire de la pub. Voilà, on a refusé. De toute façon, on est une entreprise publique. On n'a pas le droit d'accepter ce genre de choses, ou alors ça doit passer par notre régie publicitaire. Bon, c'est compliqué. Il y a un gros parcours déontologique. Ouais, voilà. Oui, c'est évident. Et pour revenir très rapidement sur le côté pécunier, Twitch, nous sommes partenaires, donc notre chaîne est monétisée. Mais par contre, tout ce que nous rassemblons, gagnons comme argent, va directement à une association caritative qui s'appelle Cap 48, et qui vient en aide aux enfants, enfin, je veux dire plutôt les ados qui perdent leur chemin, qui ont besoin un peu d'aide. Et donc à l'année, tout ce qu'on gagne, alors c'est pas énorme, hein, c'est peut-être, je sais pas, 5, 6 000, peut-être 8 000 euros, parce que pour l'instant la chaîne n'est pas encore énorme. Mais tout ça va à une association caritative. Et d'ailleurs, le week-end du 15 octobre, donc je pense que c'est le 15, on va faire un énorme stream caritatif pour Cap 48. Voilà. Donc Cap 48 a deux pôles, c'est une grande entité en Belgique. C'est l'aide aux personnes en situation de handicap. Et puis l'aide à ces jeunes qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont été placés, parce que voilà, en maison d'accueil, en centre et tout ça. Et nous, on veut venir en aide à cette cause parce qu'elle nous est proche, hein, quelque part. Je pense que le stream, le sport, l'e-sport, tout ça, c'est quand même toutes des choses qui nous demandent de nous dépasser. Toujours l'esprit shonen. Et donc, si on peut aider des gamins à revenir dans le droit chemin, ou du moins retrouver une vie un tout petit peu plus équilibrée, voilà, on peut les aider. Donc voilà, ça c'est... Et donc, si vous suivez RTBF XP le 15 et 16 octobre, n'hésitez pas à venir nous filer un coup de main. On sera à fond pour relever des fonds. Voilà. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que dans le... ça va aller avec une autre question que je vais te poser aussi par rapport aux jeux de combat. D'abord, savoir pourquoi tu as choisi le jeu de combat et pas les autres jeux qui sont un peu plus, on va dire, qui ont un effet buzz un peu plus important. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, au niveau associatif, il y a un truc intéressant, c'est que dans les joueurs européens, il y a un des joueurs les plus titrés. C'est hier seulement qu'on m'a appris ça, je ne le savais même pas. Hein, c'est un grand commentateur qui me l'a expliqué. M'a dit un des joueurs les plus titrés, qui a même un Guinness de record, hein, si mes souvenirs sont bons, est parti de rien. C'est-à-dire qu'il était SDF, c'est le jeu vidéo qui l'a recadré, qui lui a donné une carrière. Aujourd'hui, il est professionnel, il en vit. Un des plus grands joueurs américains sur Street Fighter V était aussi dans une situation très discutable, tu vois, très difficile, et le jeu vidéo l'a sauvé. Donc de voir que non seulement il y a certains gars un peu comme ça, lambda dans la nature, qui arrivent à se sauver grâce aux jeux vidéo, comme certains ont été sauvés par la musique. Et de l'autre côté, les structures qui lancent le jeu vidéo et qui permettent d'accompagner d'autres personnes qui sont peut-être même pas dans l'univers du jeu vidéo, ça me fait voir que le jeu vidéo, et notamment le jeu de combat, parce que là c'est ce qui est pratiqué, apporte à une dimension sociale très importante. Et voilà, ça fait chaud au cœur, quoi. Parce que moi je suis du jeu de combat et j'aime voir cet univers se développer ainsi. Et ça revient sur ma question, pourquoi avoir choisi le jeu de combat plutôt que les autres jeux comme Fortnite, les jeux un peu plus populaires? Alors, je vais pas m'en cacher, sur XP, il y a plein de jeux, il y a du Valorant, il y a du Rocket League, il y a du Rust, il y a du Call of, voilà. Mais c'est vrai qu'on a une histoire d'amour assez privilégiée avec le Versus. Tout simplement à cause du Brussels Challenge et donc de Younes et Anas. Moi j'ai découvert l'e-sport parce que j'étais journaliste et on m'a dit est-ce que tu pourrais faire un sujet sur l'e-sport. J'en avais entendu parler, j'avais suivi quelques tournois, on m'avait invité. Je sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais c'était à l'EGO qui était une structure ici à Bruxelles, qui vivote encore, hein, qui organise des choses, mais qui n'a plus une gaming room comme il avait à l'époque. Ils sont itinérants, mais ils font des trucs assez cool. Et c'est là que j'ai rencontré Anas et Younes, mais moi j'étais là-bas en tant que casteur FIFA, donc je passais mes journées à faire du cast FIFA. Aujourd'hui, je peux vous dire, je déteste FIFA, je déteste le jeu, je déteste la commu. Ah ouais, d'accord. Les joueurs, ils sont horribles. Depuis que tu as découvert le fighting game. Mais en fait, c'est ça. Et je pense que c'était un tournoi
européen de FIFA et Younes était passé, donc CCL est passé, l'organisateur donc du Bruxelles Challenge, et il m'a dit si ça t'intéresse, peut-être viens à un de nos événements, tu vas voir, c'est cool et tout ça. Et j'y suis allé et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable, l'ambiance, la mentalité. L'esprit, c'était vraiment, vraiment bien. Et puis voilà, j'ai rencontré 2 mecs incroyables, Younes et Anas, plus toute l'équipe qui est derrière maintenant aujourd'hui. Ouais. Et donc j'ai été pris dans ce truc et j'ai trouvé ça génial. Et ça fait partie de notre chemin, voilà, d'expérience. C'est cette rencontre avec le Bruxelles Challenge qui nous a permis de faire un tournoi DBZ dans notre studio alors que le jeu était sorti depuis 12 heures, personne ne savait jouer, c'était incroyable. C'était Damascus qui était venu caster. Excellent. On a eu plein de... Enfin, c'était un truc de fou. C'est grâce aussi à Younes et Anas qu'on a fait des tournois dans les cinémas. Ça s'appelait les Tarmac Ciné Sessions à l'époque. Donc on faisait venir 250 joueurs toutes les semaines pendant 13 semaines. C'était épuisant mais c'était génial. Et évidemment c'était très basé sur le versus, même si on faisait un peu de Fortnite, même s'il y avait un peu de trucs, c'était très versus. Et en fait, on a grandi côte à côte en fait avec eux. Nous, on s'est amélioré dans notre approche de la production, dans notre manière de voir et d'organiser les événements. Eux se sont professionnalisés dans la production, dans ce que nous on sait faire en fait. C'est un échange. Exact. Donc nous on leur apprend, on leur dit les gars, peut-être que vous ne devriez pas faire ça au niveau technique, nanana, et eux ils nous disent ouais mais si vous faites un tournoi comme ça va pas le faire parce que parce que. Donc en fait pendant des années on s'est nourri comme ça. On s'est nourri et c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on essaye de fonctionner avec tous nos collaborateurs, nos partenaires sur toutes les opérations qu'on fait, que ce soit des opérations qu'on retrouve sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, parce que voilà, on est un média et on est présent sur tous ces réseaux. Donc tous ces réseaux, il faut les alimenter. Et évidemment, voilà, aujourd'hui, c'est Twitch qui nous concerne parce qu'on est un tournoi de versus, on endorse le tournoi Super Smash Bros. Et c'est ça qui nous considère. Mais voilà, on a une longue histoire avec le versus. Je les adore. Et je pense que voilà, aujourd'hui on forme vraiment un groupe soudé et il faut pas venir nous emmerder, quoi. Mais tu vois, j'adore ces couches de coïncidence et de collaboration qui permettent de construire la communauté. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et en parlant de ça, tu as mentionné les partenaires. Comment ça se passe ici? Est-ce que tu trouves facilement des partenaires privés, des sponsors, des choses comme ça? Est-ce que... Alors ici on aide le Bruxelles Challenge en faisant une aide à la production. Donc concrètement on donne une somme d'argent qui est un contrat. On ne fait pas du sponsoring. On achète une production. Voilà. En échange on a de la visibilité aussi. Et puis nous ça nous permet d'aider Bruxelles Challenge à revenir après 2 ans d'absence. C'est quand même pas évident. Ouais, et donc tout ce qui peut être pris pour le Bruxelles Challenge et pour le permettre de perdurer dans la durée, parce que nous, s'ils disparaissent, nous c'est un peu nous qui disparaissent aussi. Voilà. Mais par contre, au niveau belge, c'est compliqué de trouver des sponsors. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, les clients ne comprennent pas encore l'intérêt que ça peut avoir. C'est un espèce de très très long cheminement. Et tout à l'heure, tu tiquais sur le côté 5 ans. Moi, 5 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour convaincre mes responsables, et y compris le CEO de la RTBF, de l'importance du jeu vidéo. Et un truc idiot, c'est que quand on a eu l'occasion de le rencontrer pour leur proposer le projet, puisque on a collaboré avec Tarmac pendant de longues années, et à un moment on s'est dit bon là, vous faites du hip-hop, nous on va faire du jeu vidéo, et ça colle pas, les publics sont pas les mêmes, on se perd et tout ça, et donc il fallait qu'on propose un plan pour que RTBF XP devienne RTBF XP et qu'on soit plus Tarmac Gaming, une espèce de ersatz du projet hip-hop, tu vois. Et en fait, le premier étonnement, c'est que déjà, c'est le CEO de la RTBF, alors il connaît énormément de choses, mais déjà, tu lui apprends que le business du jeu vidéo représente plus que le business de la musique et du cinéma réunis. Donc ça, c'est un truc qu'il ne sait pas.
Aujourd'hui, maintenant, tout le monde le sait parce que j'ai compris que c'était un argument fort pour moi. Ok. Mais c'est un C'est truc. une évidence pour toi, mais pas pour tout le Oui, monde. oui, c'est ça. Et c'est ça. Et maintenant, quand on va dans des réunions où il faut parler, vous savez que en fait, c'est vraiment un argument que eux ressortent même. Tu vois. Deuxième chose qu'il ignorait, c'était que le jeu vidéo n'était plus juste une histoire de garçon adolescent boutonneux qui restait dans sa chambre. Exact. Et il m'a quand même demandé de lui prouver, donc on est allé chercher des études qui lui montraient que voilà, effectivement, aujourd'hui, on joue à partir de très jeune, activement à partir de la préadolescence, et que même au-delà des 40 ans, on continue à jouer. Ouais. Moi, j'ai 45 ans, je suis encore un gamer. Après, je fais plus d'Excel et d'Outlook que de Super Smash Bros, mais on s'entend. Et donc, ça aussi, c'était pas évident pour eux de savoir que en fait, c'était plus juste une histoire d'ado. Il y avait un intérêt réel, attardé, et qu'il y avait un intérêt réel. Et effectivement, la mission de la RTBF aujourd'hui, c'est de s'adresser au public. Et il y a des publics qui ont été oubliés pendant très très longtemps. Et ça, franchement, c'est une vraie fierté que j'ai eue quand on a ouvert la première fois les salles de cinéma au Tarmac Ciné Session. C'est de voir qui était là. Et j'étais content aussi que les directeurs soient là aussi pour voir que en fait, c'était des gens qui n'avaient jamais touché. C'est des gens que la RTBF n'a jamais abordé. Elle n'a jamais rien fait pour eux, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est dans des conventions, des trucs ici, les gens tiquent un peu, ils font mais vous faites ça à la RTBF ? Bah oui, on fait ça à la RTBF. Ouais. Nice. Mais il a fallu vraiment 5 ans. pendant 5 ans. Et pour revenir à la première question, parce que je suis le roi de la digression, mais ça a été les faire chier, leur montrer que c'était possible. Donnez-moi des moyens, moi je vais vous montrer qu'on va le faire. Et j'ai eu la chance d'avoir sur ma route une femme qui s'appelait Sabine. Sabine van der Putten, qui était en fait nouvelle arrivante au sein de ce qu'on appelle les nouvelles générations. Donc c'est elle qui gérait les marques et tout ça, et qui en fait m'a pris et qui m'a dit écoute, je vais te donner de la thune, je te donne une enveloppe, t'as 6 mois pour prouver. Dédicace à Sabine. Ouais. Never forget. Incroyable. Et elle m'a dégagé de mon taf, et elle m'a donné un budget. Et on a fait les ciné-sessions, on a fait de la Formule 1 virtuelle, on a fait des trucs. Et puis voilà, arrivé la date, je changeais de job et mon job devenait officiellement expert jeux vidéo e-sport à la RTBF. Ce qui ne veut absolument rien dire. Mais pendant tout un moment, voilà. Et à partir de là, il a fallu quand même continuer à convaincre. Mais grâce à Sabine, grâce à elle, et on a pu faire ce move vers le truc et de se dire ok, on va vraiment cette fois faire des choses. Mais ça a pris du temps, ça a pris vraiment beaucoup de temps. On a perdu un studio, notre studio à un moment, enfin voilà. Et donc beaucoup d'engagement, beaucoup d'heures supplémentaires pas comptées. Beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions, mais voilà. Mais aujourd'hui, je suis ravi de ce que on est arrivé à faire. Il y a une équipe aujourd'hui dans RTBF XP, des petits jeunes qui apportent beaucoup, apportent de la connaissance. Il n'y a pas que des petits jeunes, il y a aussi des un peu jeunes vieux qui amènent de l'expérience, et c'est nécessaire aussi parce que chez nous, on les appelle les juniors. Les juniors. Okay. Et voilà. Et maintenant, concrètement, on a le RTBF devant les XP et on en est fier, même si parfois c'est un désavantage d'avoir un RTBF, parce que ça veut dire que tu es un média généraliste, donc du coup tu pars avec le bonus, le malus 15 en termes de méfiance. Et tu as plus à prouver. Mais en même temps, quand tu sors quelque chose, tu as T'as une grosse machine derrière. Ouais, t'as une grosse machine derrière qui se met en route. Donc ça, on peut en faire, on peut vraiment en faire en tirer un avantage, quoi. Mais voilà, ça aussi, c'est vraiment une arme à double tranchant. Hein. Ouais. Et je prendrais juste une anecdote qui m'a empêché de dormir pendant quasi une semaine. Mais j'exagère, mais au moins 3 jours. Il y a eu les events il y a l'année passée. Ouais. Et incroyable, 12 millions d'euros. Et un fait marquant de sexisme. Voilà. Oui. Qui, selon vos, je vais pas dire croyances, mais c'est ça, vos sensibilités est très différent. Donc certains diront,
ouais, c'est pas grave. Et d'autres diront, si, c'est très grave. Ouais. Et il y a une journaliste qui a été très touchée par la chose et qui a fait un article qui était vraiment hyper à charge. Et je ne lui reproche pas de le faire, c'est juste que c'était trop à charge. Et en fait, effectivement, il y avait un article qui disait génial, le event a fait 12 millions, nanana, c'est génial. Et il y avait un autre article qui disait il y a eu un truc de nanana. Et les deux n'étaient pas rassemblés. Et je trouve que le média qui s'était le mieux exprimé, je pense que c'était un journal du Sud-Ouest, un site du Sud-Ouest qui avait fait un papier qui était vraiment brillant, qui remettait en perspective le passif du event, le fait que c'était quand même un événement très très junior et que la GDQ était passée par ce genre de choses et tout ça. Quand tu passes de 20 streamers à 50, c'est comment tout gérer, tout gérer. Et il y avait déjà eu des petits soucis. Et bon, voilà. Et donc, en fait, cet article sort. Évidemment, il est vu, il est retweeté. Mauvais timing. Voilà, on fait des articles qui parlent de tout le monde, tout le temps. Voilà, il y a un article qui sort, c'est celui-là. Et évidemment, c'est la RTBF. Voilà. Et donc, quand tu es RTBF XP et que tu es occupé de mettre en place un événement caritatif, et que tout le monde te dit bah non, allez vous faire enculer. Et que c'est Sabine. Elle était plus là. Elle a quitté RTF. Et bah là vraiment c'est compliqué parce que du coup tu dois va faire comprendre à des influenceurs que la RTBF XP c'est la RTBF Info et que mais non. Et va faire comprendre à une journaliste que c'est pas parce qu'il y a un article qui dit du bien que l'autre va être... Twitter ne met pas les deux en lien, tu vois. Non. Et donc ça, évidemment, ce genre de truc, quand ça arrive, c'est vraiment une galère et donc il faut pouvoir vivre avec. Mais effectivement, voilà, c'est la RTBF, c'est la machine. Ouais. Et ça, c'est aussi un avantage. Mais il faut qu'on puisse vivre avec les deux. Il faut relativiser notre chance et notre poids. Okay. Vous êtes combien dans XP du coup ? Alors c'est très relatif parce qu'on a une équipe un peu noyau dur et le noyau dur c'est 6 personnes. 6. Ouais, et puis autour il y a des streamers qui viennent en tant qu'indépendants, freelance, donc ils viennent une fois par semaine, tous les jours pour collaborer avec nous. Il y a des entreprises comme le Brussels Challenge, il y a des youtubeurs externes, il y a des boîtes de production. Donc voilà, si on prend le noyau dur plus l'équipe qui tourne relativement souvent, on doit être une quinzaine. Ah oui, quand même, il y a un sacré staff. Oui, mais voilà, quand je te dis, c'est l'équipe totale. Après, c'est des gens qui viennent une journée sur la semaine pour streamer. Voilà. Il y a des techniciens qui font des montages. Et tout ça. Mais bon, voilà, le noyau dur, c'est 6 personnes. Et puis après, on gère le monde. Mais c'est vrai qu'on peut pas se plaindre. Je le rappelle souvent à mon équipe, c'est ne vous plaignez pas parce que franchement, on est... Il n'y a pas de question, il faut plus de budget. Non, on a du budget, maintenant c'est à nous de choisir ce qu'on va en faire. Et peut-être de mettre un moment notre attention et notre travail sur un sujet en particulier et de se dire ok, on va penser. Et je suis très très mal placé pour dire ça parce que je suis... Comme quand je réponds à une interview, je pars dans tous les sens. Non mais c'est très bien, voilà. C'est très bien. C'est bon. Mais moi j'aime avoir ces infos. Mais moi j'ai une autre question, vu du coup vous êtes une petite équipe comme ça, la pression aussi, il y en a beaucoup ou pas vu que c'est une équipe réduite ? Au niveau des attentes. Ouais, au niveau des attentes justement. Il y en avait pas jusqu'avant qu'on existe, donc voilà, on faisait les OP et ça avait l'air de fonctionner, mais on n'était pas vraiment surveillé. Maintenant voilà, je sens aujourd'hui que effectivement il y a un petit peu plus de pression, il y a des attentes, elles sont pas du tout dures aujourd'hui parce qu'ils savent que le projet vient de naître. C'est aussi l'avantage des grandes entreprises avec beaucoup d'expérience, c'est qu'ils savent qu'un projet ça prend du temps, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Là on a fait une refonte notamment d'une chaîne de télé de la RTBF qui est devenue typique.
Voilà, ça fait 2 ans. La première année a été catastrophique. La deuxième année, ça va un peu mieux parce qu'il y a un changement de cible, il y a un changement de public, il y a un changement de direction éditoriale et artistique. Et donc, il faut ce temps pour que les gens apprennent. Et ça, effectivement, on peut se le permettre quand on a un service public, qu'on a un peu le temps. Quand on a une start-up et qu'on a besoin de faire du chiffre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je pense que si j'étais un employé de Webedia, ça serait beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on demanderait très très vite de faire du chiffre. Mais ça n'est pas le cas. Et aussi, et c'est peut-être ma carte joker, mais je ressors souvent le projet vraiment business, B2B, le projet social qu'il y a derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un vrai manque de professionnels en Belgique en termes de production, en termes de journalistes e-sport, en termes de connaissances, en termes d'administration. Et il faut que nous, on soit présents pour aider cet écosystème à fonctionner. Donc il y a ce truc-là que je sors assez relativement. Et n'oubliez pas que nous construisons l'écosystème. Et vous avez ce rôle-là un peu. Oui, bien sûr. Vous devez endosser ce rôle. Bien sûr. Et on reçoit donc des... Ah, salut, c'est elle. Oui, bien sûr, on a ce rôle. Et en plein temps de Covid, il y a eu des plans qui ont été mis en place pour venir en aide à des structures de production belges. Et donc, on était obligé de faire des commandes à ces boîtes de production pour pouvoir les aider à subsister pendant cette période. Donc oui, c'est ce qu'on fait de manière générale avec l'entreprise. C'est ce que nous, on essaye de faire avec XP. Mais nous, disons qu'on est plus dans le grassroots et donc on doit trouver les talents et les accompagner. Vous l'avez créé. Donc vous avez toutes les, entre guillemets, les erreurs aussi à faire. Et puis pour prendre de l'XP. Pareil. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir ton retour là-dessus, parce que comme tu as dit, c'est difficile de convaincre. Et en plus, même si c'est d'autant plus difficile que c'est nouveau. Et toi, tu as fait 5 ans, en ayant un capital sympathie, en ayant accès au CEO, ce qui est encore plus difficile que quelqu'un qui va dans une entreprise lambda, il débarque chez Nike, le mec il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, il n'aime pas, il n'a aucune appréhension, mais c'est difficile. Et de savoir comment ça se passe, que ça met du temps, ça peut encourager ceux qui vont faire cette démarche. De se dire, c'est normal quand on me ferme la porte, le gars ne sait pas forcément ou n'a pas forcément d'intérêt. Et en plus, les autres entreprises privées, ont besoin d'un retour pécunier, d'un retour sur investissement assez concret, quoi. C'est assez difficile. Retour au sponsor et donc qui ne voit pas encore aujourd'hui l'opportunité. Et pour le coup, ce que tu fais va aider tous ces gens qui vont devoir le faire plus tard. Parce qu'ils diront, vous avez vu la RTBF a emboîté le pas. C'est d'autant plus surprenant que c'est encourageant. Quand une grande structure comme la RTBF emboîte le pas, ça encourage tout le monde à se dire peut-être qu'on garde un œil là-dessus. Surtout que vous véhiculez un peu partout, il y a une communication qui se fait, l'environnement prend de l'ampleur. Donc c'est vraiment, franchement, merci quoi. Voilà, on n'est pas les premiers, il y a les Portugais, RTP Arena qui étaient avant nous, ils sont grave forts. Mais eux, ça fait quasi 10 ans qu'ils ont entamé le travail. Et franchement, ce qu'ils ont fait, c'est vachement bien. Il y a les Suisses de la RTS qui ont pris le pas, pas après nous, mais après nos premiers débuts. Et pour des choix stratégiques, ils ont décidé d'arrêter. Donc c'était RTS eSport. Je pense et j'espère que ça va revenir, même si ça nous fait la concurrence francophone en plus. Mais voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir. Et puis bon, voilà, il y a les Scandinaves qui sont nés avec CSGO. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau européen, les exemples sont pas énormes de médias qui se sont lancés là-dedans. J'imagine que France TV va à un moment prendre le pas et que quand ils vont prendre le pas, ils vont écraser tout sur leur passage. Voilà, mais à l'image d'un France TV Slash ou un truc comme ça, ou voilà, s'ils sont arrivés et bim, ils déposent sur la table et c'est brillant ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est vachement bien. Moi, je suis vraiment fan de ce qu'ils font. Comme je suis fan de Tataki aussi, je trouve que si vous suivez le média suisse, donc c'est la RTS, c'est un peu l'équivalent de Tarmac en Suisse, mais c'est moins basé sur la musique, c'est plutôt générationnel et je trouve qu'ils font un travail brillant. Mais tout ça pour revenir que oui, effectivement, quand France TV aura décidé de faire du gaming et de l'e-sport, je ne sais pas pourquoi ils le font pas encore. À mon avis, ça va faire mal. Il n'y a pas un Greg pour pousser, c'est ça. vous claquer les portes, enfoncer les portes. Je pense j'imagine qu'il y en a un, mais qu'il n'a pas encore eu l'accès. Il n'a pas eu Sabine.
Il a pas eu Sabine aussi. Et si au niveau des sponsors c'est un peu plus complexe, est-ce qu'au niveau du public, qui était du coup entre guillemets oublié pendant longtemps, tu sens que tout le monde est déterminé et présent lorsqu'il y a des événements, notamment IRL? Parce que en plus il y a eu la période de Covid qui a tout bloqué. Est-ce que tu sens que voilà, le public était vraiment en attente, se déplace, il y a un engouement C'est pas encore très simple, c'est facile avec la communauté versus, parce que voilà, la communauté, la communauté elle est là, elle bouge, elle est placée, elle est calée. Pour le reste ça reste compliqué, encore une fois, la Belgique n'est pas encore un grand consommateur d'e-sport, de culture du streaming. Même si on a accueilli Anvers a accueilli la PGL il y a quelques mois maintenant, donc grosse compétition Counter-Strike Go, avec une salle de 15 000 personnes ou 20 000 personnes qui était remplie pendant quasi 4 jours. Bon, après il y avait beaucoup d'étrangers, hein. Quand même quand on est belge c'est facile d'accueillir des Allemands, des Français, des Anglais. Il y avait aussi beaucoup de Brésiliens parce qu'il y a des équipes d'Amérique du Sud qui jouent dans ces grosses compétitions. Et puis c'était la Coupe du Monde, quoi. Oui. Mais je me souviens d'une demi-finale de Worlds de League of Legends il y a 5 ans ici à Bruxelles au Palais 12. Je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de Belges francophones dans la salle, hein. Et pourtant c'est incroyable. Et je pense que ça, c'est aussi un des éléments, une des expériences fondatrices dans mon parcours, de me dire il faut y aller en fait. Faut juste y aller. C'était juste incroyable. Puis à force, ça va peut-être faire en sorte que certains talents cachés se révèlent ou se lancent, quoi. Ouais, à ce sujet, on a un programme et franchement, c'est un programme dont je suis le plus fier. Enfin, je trouve alors qu'on a plein de trucs sur lesquels on se casse le cul vraiment, mais on a un truc qui s'appelle l'Open Stream. Et en fait, tous les mercredis après-midi, même mercredi en journée, on accueille un jeune, jeune ou un moins jeune, ou une jeune. Enfin voilà, on n'est pas regardant sur les gens, pas du tout. Il arrive chez nous, je vais dire parce que sinon c'est compliqué. On l'accompagne pendant 2 heures, on fait des photos, on parle de réseaux sociaux, on parle de ses projets. Un focus, quoi. Ouais, on parle de ses projets, on les reçoit avec nous dans notre équipe, on va faire des photos et tout ça. On discute d'un projet éditorial du stream. Après, il part 3 heures sur notre chaîne avec un technicien, avec un modérateur. Et il a 3 heures pour prouver. Et après les 3 heures, on fait un débrief avec la personne pendant 1 heure en disant voilà, c'est bien. D'ailleurs, des fois, ça dure beaucoup plus qu'une heure parce que les gens sont vraiment, certains sont vraiment très très motivés et c'est vraiment des passions. Et donc, il faut discuter avec eux. Et malheureusement, dans 9 cas sur 10, il faut lui dire tu sais, je sais que c'est ta passion, je sais que tu as vraiment envie d'en faire, mais regardons les choses en face. Tu es sur Twitch depuis 2 ans, tu streams tous les jours, tu as 5 personnes sur ton live. C'est peut-être pas ça, tu vois, que tu dois faire. Tu dois peut-être placer ta passion autrement, mais ça, c'est peut-être pas pour toi. Et c'est dur, hein. Oui, c'est clair. Mais il faut le faire. Et donc voilà. Et donc c'est un projet que j'adore, qui s'appelle l'Open Stream. Et voilà, on accueille toutes les semaines une personne qui s'inscrit sur notre site, qui dit voilà, moi je veux essayer. Et il y a cet accompagnement, éducation média, réseaux sociaux, on leur fait une séance de photos et tout ça. Et donc 3 heures de stream. Et on va essayer de vraiment développer ça au fur et à mesure. En plus, au moins, ça lui fait un trailer, quoi, qui peut montrer aussi à d'autres personnes. Ça lui fait une sorte de carte de visite, quoi. Ouais. Okay. Et pour finir sur une note un peu plus sympa, on parle de jeux de combat comme moi j'adore. Un peu encore plus sympa, c'est-à-dire on rentre dans le jeu vidéo vraiment. Quel est le jeu que toi tu joues à titre personnel ici? J'espère que c'est un jeu de combat déjà. Non, moi c'est Excel. C'est Excel, donc c'est un jeu de combat. C'est ton jeu. C'est mon jeu. Tu te bats avec les cellules. Ouais, exactement. Je me base. En fait, j'ai toujours été très mauvais aux jeux vidéo de type, mécanique. Je vais pas vite, j'ai pas de bon machin. Donc moi j'aime les jeux chill. Donc un petit jeu, un petit Red Dead là, tu vois. Je suis dans la campagne, je regarde passer les oiseaux, je fais du cheval. Moi je suis trop bien. Toi, quand tu joues à GTA, tu t'arrêtes au feu.
Non, parce qu'il y a. Ça dépend s'il y a la police, en fait. Ah ouais. Non, je m'arrête pas. Je m'arrête pas au feu. Mais c'est pour ça que j'aime bien le rythme d'un Red Dead, par exemple, parce que c'est vraiment hyper lent, quoi. Et c'est assez contemplatif, et ça j'aime beaucoup. J'aime les beaux scénarios, enfin j'aime les scénarios qui veulent dire quelque chose. J'aime quand il y a un message délivré derrière. Il y avait ce jeu incroyable qui s'appelait Everything, je pense. Je me rappelle plus du nom, mais je pense que c'était un Écossais où on pouvait être tout. Et on arrivait sur une planète. Et je crois qu'à la base, on était un petit animal, ça pouvait être une girafe. Et il n'y avait aucun déplacement comme ça. Et en fait, tu roulais. Ouais. Les trucs roulaient et en fait tu pouvais devenir du coup un arbre, et tu pouvais devenir un caillou, puis tu pouvais devenir une feuille. Et en fait c'est une grosse enquête anthropologique. C'est complètement barré comme jeu. J'adore. Ça s'appelle Everything. À mon avis ça doit se retrouver très très pas cher. C'est barré. Hein, et du coup tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu voulais devenir? Ce que je veux devenir pensionnaire. Pensionnaire. Riche et pensionnaire. Bien sûr. Non, je pense que vraiment, voilà, c'est dur, c'est beaucoup de travail, c'est de la fatigue. Ça tape sur les nerfs, mais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est ce que j'aurais voulu toujours faire, en fait, sans m'en rendre compte. Mais je m'attendais pas à être un jour manager, je m'attendais pas un jour à être chef Vito. Faire ça il y a 15 ans. Non, pas du tout. J'ai été catapulté sur ce projet où en fait ma mission sur Tarmac à la base, si je reviens sur mon projet, c'était, si tu veux, de traduire les demandes d'une bande de jeunes qui débarquaient dans un paquebot vers des techniciens avec des chemises à carreaux et des téléphones portables à la ceinture. Okay. Parce qu'en gros, quand on a dit on va faire ça, ça va être stylé, moi je dois aller voir un ingénieur, je dois lui dire alors je pense que ce qu'ils veulent, ce serait un truc avec 4 caméras. T'étais un décodeur. En fait, j'étais le décodeur, j'étais entre le marteau et l'enclume. C'était vraiment dur. C'était parce qu'il y a les tenants et les aboutissants de l'un et de l'autre. C'était super dur. Avec, il faut le dire, une société qui voyait ces jeunes arriver. Grosse mixité. Et donc du coup, méfiance, jeunes, enfin voilà. Et aujourd'hui, franchement, la RTBF est hyper fière d'avoir Tarmac, elle est hyper fière d'avoir ces jeunes dans les couloirs, parce que ce genre de projet comme Tarmac, comme XP, drive l'entreprise, mais comme jamais en fait. Parce que dans la fourmilière, ouais, à fond. On arrive toujours avec des conneries, avec des nouvelles idées. On leur dit on sait ce qu'on va faire, on va aller dans un event avec un sac à dos, une caméra embarquée, on va faire ça en direct sur Twitch. Ah bon, c'est bizarre votre truc, vous êtes sûr? Ouais, on va le faire. On le fait. Et on le faisait il y a 3 ans. Et là, il y a 2 mois, le semi-marathon de Bruxelles, donc 21 km de Bruxelles, a été suivi par l'info. Avec des gars à vélo, avec les sacs à dos, avec les trucs. Bizarrement. Ouais. Bah non, pas bizarrement. Ils ont juste. Suivi on a juste nourri le truc, quoi. Une fois que l'idée est arrivée, elle a germé. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'il va falloir que la télévision fasse, notamment. La télévision ou le produit télévisé, c'est de gamifier ces formats, c'est de pouvoir permettre l'interaction. Alors si on ne fait pas forcément de la réalité virtuelle ou de la réalité, ou du métaverse, il faut quand même de la créativité, il faut que les choses aillent vite, il faut qu'il y ait une interaction. Donc voilà. Et c'est ce qu'on amène, et c'est ce que ce genre de projet amène à une grande entreprise comme la RTBF qui prend 6 mois pour prendre une décision, pour fermer ou ouvrir une porte. Mais je pense que c'est ça aussi. Donc c'est ça aussi qui est super excitant en fait. Et un truc que j'apprécie particulièrement, c'est que la RTBF, même si tu dis que c'était pas du tout leur culture de base, ils ont quand même décidé de s'y essayer. Exact. Ouais. Et ça, c'est important. C'est d'ailleurs sorti de sa zone de confort. Ouais. Et ça, j'apprécie, quoi. Donc, c'est un des gros points que je retiens, et je suis content que tu les aies poussés dans ce sens-là, que Sabine ait apporté sa force aussi pour te propulser. Et puis, franchement, voilà, quand on voit un Bruxelles Challenge, on voit ce qui est en train de se passer, on ne peut qu'espérer le meilleur pour la suite, quoi. Ah ouais, à fond. Les prochains trucs qu'on peut attendre de XP? Alors, XP, je
je sais pas quand va sortir ce podcast, mais d'ici la mi-août, on va lancer sur YouTube le Dit du Gaijin, qui est une série sur YouTube. En fait, on a un jeune réalisateur belge qui s'appelle Tikal, qui est parti vivre au Japon. Et en fait, il nous envoie des cartes postales de sa vie au Japon. Et c'est pas simple. Sous forme de vlog ou... Ouais, sous forme de vidéo et de vlog. Moi, j'ai vu les premiers épisodes. Ils sont vraiment magnifiques. C'est super drôle, c'est beau, c'est malin. Parce que des mecs qui sont au Japon et qui font des vlogs, il y en a une chier. Hein. Et donc lui, son leitmotiv, c'est d'aller à la découverte. Enfin, il veut rencontrer le papa de Dragon Ball Z, de Dragon Ball. Donc Toriyama. Toriyama. Ibizo. C'est ça, ouais, Ibizo, là, il se rend compte que c'est compliqué, et que ça va être compliqué. Parce que voilà, la mentalité n'est pas du tout la même. Et donc, on suit ses aventures là-bas. C'est vraiment génial ce qu'il fait. J'espère que les conditions sanitaires vont permettre de continuer à faire son travail, parce que là, il galère. Il voit les barrières. Ouais, il voit les barrières, il galère, il se rend compte de ce que c'est de vivre au Japon, de travailler avec des Japonais. Ouais. Et donc voilà, mais ça c'est un super projet. C'est quoi son nom ou c'est quoi le nom Tikal. Et ça va s'appeler le Dit du Gaijin. Donc c'est sur notre chaîne YouTube RTBF XP, donc RTBF _IXPE. C'est comme ça que ça s'écrit. Voilà, ça c'est nos projets. Et puis à la rentrée, on va relancer nos RTBF XP Online Sessions. Donc c'est nos tournois online sur Valorant. Donc ça, je pense que ça va être du lourd. Ouais. Et pour la mi-septembre... Monthly ou weekly? C'est du weekly. C'est du weekly pendant 5 semaines avec 4 semaines de qualifiers et une finale. Excellent. Et puis à la mi-septembre, il n'y a aucune raison que ça foire, mais le contrat n'est pas encore signé. Mais on ressort pas quelqu'un du cadavre, mais on a persuadé quelqu'un de reprendre un contenu qu'il ne faisait plus pour nous. Voilà, c'est quelqu'un du YouTube FR et il faisait un truc. Et c'était génial, et il voulait plus le faire parce que il était parti vers d'autres trucs et on lui a dit reviens. Qui c'est quoi? Allez. Faut avoir un indice. Non, je peux pas. Aïe. C'est pas signé. Ah oui. Voilà, je l'ai eu en ligne il y a 2 jours. On s'est mis d'accord sur les sujets et tout ça, mais voilà, je peux pas. Je peux pas. Ça va. Bon, on va gratter en coulisses. En tout cas, merci à toi pour cette interview et pour tout ce que tu as pu faire, d'accompagner aussi le Bruxelles Challenge. Nous, ça nous permet de continuer à faire vivre nos jeux de combat respectifs, même les autres jeux de combat. On vient pour un jeu, on supporte le prochain parce que la FGC, c'est ça. Hein. Comme tu as dit, même si se professionnalise, même s'il y a des stars, on reste convivial. C'est le seul environnement où tu peux t'asseoir à côté du champion du monde et discuter avec lui comme si c'était ton pote. Quoi. Exact. Donc voilà, ça c'est nice. Et même toi qui prends le temps de t'asseoir avec nous et de répondre à toutes nos questions, tu vois, je trouve que c'est nice. Ça c'est très esprit Fighting Game Community. Donc voilà, c'était Izu DW en direct de la Bruxelles Challenge avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz et Greg. The X-Spade. Jesus is King. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao.